Bonjour à tous, vous êtes dans la partie numéro 2 de l'interview que j'ai menée avec Ulrich Génisson. Pour rappel, ceux qui n'ont pas vu la première partie, Ulrich Génisson est un des pionniers de l'alimentation cétogène en Europe. Nous allons réaliser donc un échange, un partage de connaissances et je l'ai interrogé sur certains points précis qui, moi, me posaient certaines questions, certains problèmes pour approfondir certaines notions. Donc nous ne sommes pas là pour asséner des vérités, nous sommes là pour expliquer et à travers cet échange, j'espère que vous allez enrichir vos connaissances et aller un petit peu plus loin dans le domaine de la santé et de la nutrition. Voilà, on se retrouve juste après cette interview. Voilà. Alors, on va venir justement sur les produits laitiers, puisque ça fait partie aussi des aliments que certains appellent gris, qu'on peut mettre entre les deux. Et justement, tu as des personnes qui ne peuvent pas consommer, voilà, qui ont une allergie un petit peu à la caséine, au lactose. On ne sait pas trop à quoi, aussi, parce qu'on cible toujours caséine ou lactose, mais voilà, c'est un produit animal. Il y a des facteurs de croissance, ils vont te dire, bon, voilà. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que le sujet, il est très, très vaste. Alors, je vais te donner un scoop. Je suis en train de produire une vidéo de 3 heures uniquement sur les produits laitiers. Il va y avoir plus d'une centaine d'études citées et je vais remettre les pendules à l'heure sur les produits laitiers et je peux te garantir qu'après, il y a des gens qui vont demander des comptes à ceux qui ont prôné un régime sans produits laitiers. Alors, attention, parce que j'ai des personnes, moi j'ai interviewé, qui se sont mis au sport et qui ont changé leur vie, leur alimentation à 60 ans. Là, récemment, j'en ai un. Le jour où il a arrêté les produits laitiers, ça a changé sa vie. On est d'accord que lui, il était intolérant, tu vois. Mais moi, j'ai des feuilles. Tu sais, je travaille avec des laboratoires. J'aime bien mesurer tout. J'ai des feuilles de Genova, qui est un des plus grands laboratoires ici aux États-Unis, avec un patient. Enfin, c'était un de mes clients sportifs. Tu sais, le problème des sportifs de grande endurance, ils ont des problèmes d'hypermobilité intestinale, etc. Oui, moi, je les récupère souvent en fin de carrière quand tous les problèmes sont bien installés. Et j'ai un record avec des IgG positifs sur tous les aliments. Ouais, bon. Techniquement, on ne peut plus rien manger. C'est-à-dire que ça veut dire que toutes les molécules, les grosses molécules sont passées dans la circulation sanguine et il est positif à tout. Est-ce que le problème, c'est les aliments ou la perméabilité intestinale? Moi, je pose la question. Mais, voilà. Mais dans un premier temps, souvent, tu vas enlever certaines choses pour refaire de la muqueuse intestinale correcte et puis après, tu vas réintroduire. Voilà. Ouais. Voilà. Bon, je ne veux pas m'étendre sur les produits laitiers. Je vais renvoyer tout le monde sur ta vidéo. Comme ça, ce sera clair. Non, mais tu as raison. Et de l'autre côté, je ne suis pas religieux. Les produits laitiers, pour moi, sont une formidable source de nutriments et de micronutriments. Bon. Question à Ulrich Génisson. Je vais faire comme Alain Delon maintenant. Je vais me poser moi-même des questions. Est-ce qu'on peut faire un régime cétogène bien formulé sans produits laitiers? Ma réponse est clairement oui. Mais pourquoi se priver quand on peut les digérer d'une source de nutriments? Attention, le point le plus important, si vous les retirez, par quoi vous les remplacez? Parce que les glucides, on peut facilement s'en passer, il n'y a pas de problème. Que ça soit en termes de macro ou de micronutriments, toutes les sources de glucides, on peut vivre sans, aucun souci. Protéines, lipides, pas de problème. Mais attention sur les produits laitiers, il y a pas que celui-là, mais on va en parler si tu veux, le calcium. Quand je vois des gens, moi, tu sais, je suis un grand fan de chronométeur parce que c'est un outil pédagogique absolument énorme. Je dis aux gens, prenez le temps de rentrer une journée ou encore mieux une semaine complète de votre alimentation. Vous mettez tout dans chronométeur. Et là, vous avez une idée au moins. C'est pas ultra précis, mais ça donne une idée au niveau pédagogique, c'est intéressant. Et là, je vois des gens qui sont à 50 mg de calcium par jour. Alors, suis mon raisonnement. Je te pose la question par rapport à ça. Moi, je viens d'un pays, on consomme du fromage. Mes parents sont dans les Pyrénées, ils vivaient très longtemps. Je veux dire, c'est pas un problème pour moi le fromage. Mais non, j'ai des périodes de ma vie où j'ai pas pris de produits laitiers. Il y a des peuples en Afrique qui ne consomment jamais de produits laitiers. Tu as des gens en Europe qui ne consomment jamais de produits laitiers parce qu'ils sont allergiques. Et tu les regardes vivre, ils ont des os comme ça, ils font du sport, ils n'ont pas d'ostéoporose en vieillissant. Alors, ils n'ont pas le gramme, tu vois. Déjà, la première question, c'est qui définit que ces 1 gramme sont nécessaires pour tout le monde? Tu vois, tu as des études qui vont te dire que pour un tel, il lui faudra 1 gramme. On sait rien. J'ai même des études sur la perte de poids, des études randomisées sur la perte de poids, où tu vois des gens qui sont en plateau de perte de poids à 500 mg de calcium et qui perdent du poids à 1000 mg, 1 gramme. Tu vois, moi, ces valeurs de chronométeur et tout ça, pour moi, elles n'ont aucun sens parce que c'est hyper réductionniste. C'est un repère au début pour certaines personnes. Mais tu as des personnes qui vont avoir des taux de vitamine D, ils vont s'exposer au soleil,
ils vont fixer le calcium en mangeant que, je sais pas, 200 mg par jour. Tu vois beaucoup de gens en France des taux de vitamine D au plafond avec une PTH adéquate, la PTH, l'hormone parathyroïdienne, et qui vont fixer du calcium avec 50 mg. Ça n'est pas du tout un exemple scientifique. C'est un exemple pour te montrer qu'on est trop réducteur quand on fait ce type de remarques. Il faut tant de calcium pour telle personne, etc. Tu sais, tu as une expérience qui s'appelle les poules de Versailles et on a privé les poules dans leur nourriture de calcium. Elles ont fait des œufs tout mous parce qu'elles n'avaient plus de calcium. Et on les a nourries ensuite, on a vérifié le terrain et tout, et on les a nourries ensuite de silice. Et elles ont refait. Alors, la silice, ce n'est pas du calcium. Et elles ont quand même fait des œufs durs. C'est-à-dire que cette notion de transmutation d'un élément à un autre, elle n'existe pas normalement en biologie. On n'a pas la capacité, si tu veux. Mais c'est un fait. C'est-à-dire qu'on a observé ça. On ne sait pas comment elles sont passées d'un élément à un autre. Et tu vois, par contre, nous, on a la capacité, par exemple, de transformer le stérol en vitamine D. Tu vois, c'est des petites mutations, enfin, c'est des précurseurs grâce au soleil. Moi, je pense qu'on ne sait pas ce qui se passe dans l'organisme. Et qu'à des moments, tu peux avoir des compensations. Oui, bien sûr. Tu as un élément, tu peux en produire un autre, il faut des cofacteurs. On ne sait rien, en fait, tu vois, de tout ça. Et ce qui fait que tu as des gens, ils ne sont pas à 1 gramme et ils vivent très bien dans beaucoup de pays. Tu as des pays où on ne consomme pas de produits laitiers. Non, je ne suis pas d'accord, parce qu'en fait, ce qu'il faut regarder après, c'est l'épidémiologie. Qu'est-ce qui se passe avec certains apports en micronutriments au bout? C'est-à-dire concrètement, on voit très bien aujourd'hui une énorme carence sur l'iode. Et on voit très bien ce qui se passe dans des populations avec des apports appropriés en iode au niveau épidémiologie, sur des études à long terme. Donc, moi, je veux bien qu'à 30 ans, il ne se passe rien. Mais il se passe quoi à 60? Il se passe quoi à 70? Tu ne penses pas que moins on a d'un élément, plus on développe de sensibilité à cet élément? Si, oui, bien sûr. Mais l'organisme est très bien régulé là-dessus. Par exemple, quand on voit le ratio, le rapport oxalate-calcium dans l'intestin, on sait très bien que quand il y a de forts apports en calcium, les oxalates sont réduits, alors que si tu n'amènes pas de calcium et que des oxalates, là, c'est le feu. Et on voit très bien que, ne serait-ce que dans l'intestin, beaucoup de choses se passent quand des choses sont amenées à des niveaux différents ou à des moments différents. On va être plus efficace avec peu parce que c'est la bonne forme, bon moment. Il y a pas… Tu prends par exemple le sodium et le potassium, le calcium et le magnésium, etc. On voit très bien que quand tu ramènes un peu moins de l'un, tu as une meilleure absorption de l'autre, etc. Le chronomètre, d'ailleurs, est excellent là-dessus pour que les gens comprennent. Là, je suis désolé, mais moi, je suis un grand fan. Je n'ai pas d'action chez Chronomètre et je dis aux gens, prenez la version gratuite, elle suffit largement. Je pense que c'est un repère qui est intéressant. Mais bien sûr, c'est un repère. Attends, des fois, tu vas un peu trop loin dans le sens où on a des gens, ils ne savent pas faire la différence. J'en parlais justement dans mon interview avec Idriss Aberkan, où tu as des gens qui ne font pas la différence entre de l'eau gazéifiée et de l'eau enrichie en glucides. Il y a des gens, moi j'ai interviewé aussi une personne, le témoignage sera publié fin juin, qui me disait que quand il a commencé son régime cétogène, il est venu se former à la Céto Academy, il ne savait pas faire la différence entre les protéines et les glucides. Hein. Attention, il y a des gens, on part de là. Donc il faut tout leur remettre bien d'équerre et les micronutriments sont vraiment trop marginalisés, trop sacrifiés. Ma question, ce n'était pas sur l'importance des micronutriments, c'est sur leur dosage en fonction des gens. Tu vois, tu parlais de l'iode. Dans les alpages, il y avait des goitres à l'époque, mais tout le monde n'avait pas de goitre. Tu vois, il y avait la même alimentation pour tout le monde et le goitre était quelque chose quand même d'exceptionnel. Mais le goitre, c'est la version la plus visible du problème. Mais tu en as une autre, par exemple, le crétinisme. Le crétinisme des Alpes, c'est pas une légende. Hein. Donc, voilà. Mais ce que je veux dire, ce n'était pas une épidémie non plus. Si, le crétinisme, c'était une épidémie. C'était une épidémie. Non, franchement, les apports. Le problème de l'iode, c'est que tes besoins en iode sont démesurément plus importants quand tu as une alimentation riche en glucides. C'est directement corrélé. Donc, quand tu es en régime carnivore, tes besoins en iode sont beaucoup plus bas. Et quand tu es un carnivore, tu es censé manger la thyroïde. D'ailleurs, j'ai une étude qui montre là-dessus que les chasseurs-cueilleurs, ils posent l'hypothèse. C'était une hypothèse, mais pour moi, elle est vraiment intéressante. Est-ce que nous sommes designés pour produire nous-mêmes 100% de notre hormone thyroïdienne nécessaire? Ou sommes-nous designés pour en produire seulement 60-70%, le restant étant dépendant d'alimentation? C'est-à-dire concrètement manger de la thyroïde d'un animal. C'était une belle hypothèse. Oui, d'accord. Tous les carnivores la mangent. Pourquoi pas nous? De toute façon, ils mangeaient tout. Hein. C'est pas, exactement. Pas compliqué. Nos ancêtres, ils mangeaient tout. Donc, OK.
Alors, je vais venir sur le terrain des protéines. Je sais que tu es un grand défenseur des protéines, surtout animales, hein, et tu consommes beaucoup de protéines. Hein. Tu dis dans tes vidéos que tu en consommes plus de 200 grammes par jour. Je ne parle pas de viande, hein, je parle de protéines. Hein. Donc, jusqu'à 600, 700 grammes de viande, hein, ça peut t'arriver. Ah non, Voilà. non, 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 jusqu'à De 1,5 pain, kg pas de de viande. viande, hein, de œufs. Enfin, 1,5 kg de viande sur un repas, je fais. Hein. Ouais. d'accord. Ça, c'est un record ou c'est tous les jours? En moyenne, je suis pas rarement en dessous 1 kg, mais je suis rarement en dessous 3500, 3800. En dessous 3500 calories par jour, je perds du poids. D'accord. Ah ouais, à ce point. Ah oui, Aujourd'hui, ça, c'est c'est comme ce ça. qui s'appelle remonter son métabolisme de base, qui était pour moi D'accord. écroulé dans ma vie d'avant. D'accord. Et tu ne penses pas qu'en rajoutant un tout petit peu de glucides, ça Mais t'éviterait j'en ai peut-être de pas faire. envie, en fait. J'en ai pas l'envie, j'en ai pas le goût. D'accord. Donc, tu es obligé J'en de ai pas besoin. compenser par des protéines et tu fais de la désamination, en fait. Tout à fait, mais volontaire. Et elle D'accord. est normale chez tous les carnivores. D'accord. Tu préfères avoir plus de protéines que de glucides. Ok. Exactement. Et je suis très bien Comme dans ça. une alimentation composée. Alors, je dis, je suis à 99% carnivore parce que je bois du café, parce que si je vais, je sais pas, dans un barbecue et qu'on me donne 3 asperges grillées, je vais les manger. Enfin, Oui. voilà. Mais 99% du temps, je suis avec de la viande, des œufs, la viande musculaire et viande d'organe. Je suis sur des produits de la mer et je suis sur des produits laitiers. Kéfir, fromage, crème. Je suis pas un grand fan du beurre parce que je n'ai pas envie. Si les coupes de viande sont suffisamment grasses, j'ai pas besoin de rajouter des lipides par-dessus. Par contre, en lipides, j'y vais aussi. Hein. C'est pas Oui, je me un doute bien. régime low fat. Hein. Voilà. Alors, justement, sur ces protéines, il y a différentes écoles. Tu as l'école par rapport à la longévité. Mhm. Regarder un petit peu les choses. Tu as l'école de Walter Longo qui explique que jusqu'à 60-65 ans, on n'a pas besoin de stimuler la production de trop grands facteurs de croissance dans l'organisme, les facteurs IGF, etc. Les aliments qui stimulent ces IGF, c'est clairement les protéines, les produits laitiers. Même si les produits laitiers, je ne dis pas amènent des IGF, parce qu'il y a une polémique. Il y en a qui disent que les produits laitiers contiennent beaucoup d'IGF, mais par rapport à ce qu'on produit, c'est ridicule en fait. Ridicule, la production endogène versus la Regardez les production études, c'est à pleurer hein, en fait. Hein. Dans ma vidéo, je vais essayer de comparer la quantité d'IGF dans 1 litre de lait versus dans quelques millilitres de salive, juste pour donner une idée. Mais Il y a des IGF hein, qui viennent grossir, faire grossir les cellules cancéreuses, etc. Enfin, c'est une hérésie, quoi. J'ai une étude en Hollande hein, qui montre clairement la différence est du 1% enfin, par rapport à ce qu'on produit. Enfin, bon. Par contre, tu vois clairement, il te dit, Walter Longo, si quand même tu apportes beaucoup de stimulants d'IGF, et le lait est en un, puisqu'il stimule beaucoup l'insuline. Quand tu consommes de la whey, du lactosérum, ça fait monter ton insuline. C'est quand même un aliment insulinémiant. Hein. Marginalement, comparé à un régime occidental riche en glucides, je dis marginal. Marginalement, non, mais tu prends mais quand tu prends de la whey, c'est quand même fait pour faire monter ton insuline. Non, mais tu prends 30 grammes de whey donné à quelqu'un qui est dans un régime riche en glucides versus 30 grammes de whey versus quelqu'un qui est en keto, l'impact sur l'insuline n'a rien à voir. Hein. D'accord, ça reste un aliment un peu insulinémiant. Oui, tout à fait. Comme tous les acides aminés qui sont liés et qui vont enfin, les acides aminés glucoformateurs qui vont impacter la glycémie. Oui. Les BCA en premier. Oui. D'accord. Et donc, lui, il dit que, voilà, avant 60-65 ans, il ne faudrait pas trop quand même stimuler ces IGF. Ils sont un facteur, alors, aggravant. Il ne dit pas que ça crée du cancer et tout ça, on est bien d'accord. Hein. Mais il dit que ce n'est pas nécessaire. Par contre, il dit qu'à partir de 60-65 ans, on devrait augmenter nos taux parce que la synthèse protéique a besoin d'être stimulée davantage. Et ça se ferait surtout à partir d'aliments protéiques, on va dire, stimulants particuliers. Mais si tu regardes un petit peu les études faites sur les zones bleues, tu sais, sur les peuples qui vivent longtemps en bonne santé, ce qu'on dit. Hein, voilà. Alors moi, j'ai regardé quand même des vraies études, pas des gens qui parlaient comme ça. J'ai essayé d'étudier un peu leur alimentation. Moi, j'ai regardé, sachant que, alors là, je le précise bien pour tous ceux qui écoutent, que le facteur de longévité numéro 1 n'est pas l'alimentation. C'est-à-dire que ces chercheurs-là sont clairs. Ils te disent qu'il y a d'abord des facteurs sociaux, le fait qu'ils soient entourés, qu'ils vivent en communauté, qu'ils sachent que s'il y a un danger ou qu'il y a tout s'écroule dans leur vie, ils seront soutenus. Ça, c'est les deux facteurs. Il y a deux facteurs sociaux qui sont primordiaux. Et puis ensuite, il y a un petit peu toute l'hygiène de vie. Tu trouves d'autres facteurs. Et l'alimentation ne fait partie que des 4-5e en position. Et ça, c'est une vision de chercheurs. Hein, on est d'accord, ce n'est pas la mienne. Hein. Mais pas la mienne non plus. On imagine que c'est le facteur important.
Bah, OK. Et on va dire que, ben voilà, on va regarder ce qu'ils mangent, ce qu'ils consomment et ce qui leur, soi-disant, a permis de vivre plus longtemps. Et quand tu regardes, que ce soit à Loma Linda, que ce soit des communautés comme à Okinawa, que ce soit à Ikari ou enfin, dans d'autres endroits, je n'ai pas tout en tête, là, en Sardaigne, toutes ces populations-là, elles ont à peu près une consommation protéique animale qui est réduite. C'est-à-dire que l'essentiel de leurs calories, elle provient de végétaux et de, il y a quelques glucides, il y a pas mal de glucides, même dans certaines, comme en Sardaigne, etc. Et tu as un petit peu de protéines animales dans tout, hein, mais ce n'est pas du tout la majorité des apports. C'est-à-dire que par rapport au 1 gramme qu'on prône en Europe par kilo de poids de corps, on en est relativement loin, même si certains compensent avec des légumineuses dans certaines zones. Donc on est très loin du régime cétogène, et pourtant on a quand même une certaine longévité. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que le régime cétogène est un régime qui permet la longévité en bonne santé, sachant que pour l'instant, il n'y a pas d'études, puisqu'il n'y a pas eu de vérification de population qui était en cétose pendant très longtemps? Alors, tu as des études qui sont faites, tu sais que tu as Horvath, par exemple, mais d'autres scientifiques qui ont commencé à développer des modèles d'horloge biologique. Et comme les États-Unis, enfin, les Américains sont très fans des choses à la mode, ils ont développé une Olympiade de la longévité. Alors, je ne suis pas un grand fan, hein, parce que globalement, c'est pour faire fonctionner les entreprises des séquençages génétiques et épigénétiques et des suppléments. Mais bon, ça donne une idée avec des gens qui auraient inversé leur âge biologique. Là, c'est intéressant. Et on voit que le bêta-hydroxybutyrate en particulier, donc le corps, un des 2 corps cétoniques principaux, a un effet épigénétique majeur. Ce qui veut dire que, pour faire plus simple, étude de 195 pays, le pays où la longévité est la plus longue, c'est Hong Kong, et c'est les plus gros consommateurs de viande au monde. Viande au monde, oui. Point barre. Après, attention, il y a tout un tas de contextes qui vont faire que tu peux expliquer qu'à certains endroits, il y a une certaine forme de longévité. Bref, considérer que certaines formes d'anomalies se sont répétées à un certain endroit. Typiquement, des gens qui ont vécu certaines famines et qui sont, au niveau épigénétique, adaptés à des apports alimentaires réduits. On sait que les modèles de laboratoire nous expliquent que tous les modèles hypocaloriques pendant plusieurs années peuvent rallonger chez les mammifères l'espérance de vie de 20 à 30%. Okay, ça ne se vérifie pas sur l'humain toujours, ça. Non, mais parce que ça va être compliqué à vérifier, ça va être long, etc. Mais chez des primates, par exemple, ils l'ont fait. Donc, oui, sur les insectes, les primates, ils le font. Ben, les insectes, c'est un peu éloigné, mais les primates, le génome avec un primate, on n'est pas très éloigné quand même. Voilà, c'est bien, c'est intéressant scientifiquement, ce n'est pas du tout ma vision des choses. Ma vision des choses, elle est simple. Le régime cétogène, c'est le régime alimentaire normal pour un être humain comme de l'herbe pour une vache. Donc, bien sûr, on peut voir différents régimes alimentaires autour de la cétose. Par exemple, tu as une étude qui a été faite en Nouvelle-Zélande sur le régime cétogène comme approche thérapeutique contre le glioblastome. Ça m'intéresse beaucoup. Le scientifique a été très ouvert parce qu'il n'a pas fait un régime cétogène. Il a dit aux gens, voilà ce que vous pouvez faire. Vous pouvez faire un régime cétogène végétarien, vous pouvez faire un régime cétogène méditerranéen, vous pouvez faire un régime cétogène carnivore. Dans quel régime vous êtes le mieux? Et vous faites. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des résultats fantastiques dans les 3 approches. Donc, il ne faut pas être dogmatique, il ne faut pas être religieux. Ça marche. Mais au cœur, il y avait la cétose. Alors maintenant, bien sûr, j'arrête pas de le dire, mangez pas du foie gras et du saindoux si vous êtes en Polynésie et vous n'avez pas besoin forcément d'huile de coco si vous êtes dans le Gers. Donc, localement, on peut s'arranger avec les aliments qu'on a sur place et on peut faire différentes formes de régime cétogène. Je ne nie pas les bienfaits du cétogène. Hein. Ma question, ce n'était pas du tout là-dessus ou sur des pathologies, hein, tu comprends. C'est que dans toutes les populations qui ont été étudiées sur la longévité, hein, il n'y a pas de régime cétogène. Il y a une dominante en végétal. C'est logique. Il y a peu de protéines. C'est logique. Je sais. On est d'accord qu'il n'y a, pas d'études. Personne ne s'est mis dans un cétogène très propre. On est bien d'accord. Ça ne se fait plus depuis des milliers d'années. On est bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut quand même être en bonne santé en consommant, comme tu disais, des glucides, 80% de riz, tu vois, dans des populations, avec des végétaux et avec un peu de protéines, mais pas des taux aussi élevés que
peut-être tu les proposes en disant qu'il faut absolument calibrer, tu vois, à 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps pour être en bonne santé. J'ai jamais dit ça et j'ai jamais publié ça. D'ailleurs, si tu regardes, j'ai fait une table dans Bonjour Keto avec la quantité de protéines pour avoir une idée, pour que les gens puissent facilement calculer. Et j'ai surtout dit aux gens, jamais en dessous de 50 grammes, parce que je vois des gens qui arrivent avec des 38 grammes de protéines par jour. Hein. Oui, voilà. Je sais, bon, j'en connais. Donc, c'est des apports. J'ai jamais dit nulle part qu'il fallait faire un régime cétogène hyper protéiné. Moi, c'est toi qui fais ce que je fais, mais c'est marqué nulle part. Et je le conseille à personne. Je le fais moi parce que c'est ce que je trouve le plus approprié pour moi. C'est mes arbitrages. C'est tout. Et je dis à tout le monde, ne me suivez pas. Tu penses que sur les IGF, en consommant autant de protéines, ça ne peut pas te jouer de mauvais tour un jour où ça ne peut pas te poser problème? Toi, tu penses que c'est physiologique? Tout à fait. Ok. C'est ce que faisaient nos ancêtres, en fait. Hein. Exactement. Et j'ai toujours, tu sais, au-delà de la science, j'ai toujours cet aspect. Pourquoi nous sommes designés? Si je suis seul dans la nature avec un couteau, de quoi je me nourris? Qu'est-ce que je mange, etc., etc. Et c'est ça qui me guide toujours parce que la science, on peut lui faire dire littéralement n'importe quoi. Hein, j'ai fait un article sur notre site où j'ai expliqué comment faire dire n'importe quoi à la science. Cette étude, elle est géniale puisqu'elle a été publiée au BMJ. Et au BMJ, dans une étude randomisée, contrôlée, superbe étude, il est bien écrit noir sur blanc que sauter d'un avion avec un parachute ou un sac à dos vide, il n'y a pas de différence à l'arrivée. Voilà ce qu'on peut faire dire à la science. Et cette étude-là, elle a été faite exprès pour montrer qu'il faut faire attention parce qu'on peut vraiment lui faire dire n'importe quoi. Alors, je vais finir en te donnant mes analyses après 6 mois, 4 mois et 6 mois de cétose. Moi, je mange essentiellement viande, œuf en protéines, un peu de laitage, fromage au lait cru essentiellement et du beurre au lait cru, parce que j'ai la chance d'en trouver du super bon autour de chez moi. Et je rajoutais quelques végétaux. J'étais quand même, je ne suis pas carnivore, mais c'était de la choucroute crue. Chez nous, moi j'habite en Alsace, on a de la choucroute lacto-fermentée, du navet lacto-fermenté, essentiellement ça en hiver, tu vois. Donc j'étais sur des top produits. Et avant, j'étais low carb, tu vois, sportif, low carb, etc. Au bout de 4 mois, mon taux de cholestérol passe de 2,57 à 3,69. Un transporteur normal, mais LDL, HDL monte. Par contre, ce qui est étonnant, voilà, surprenant, tu vois, et j'aimerais bien que tu nous parles un peu des analyses sanguines, pour toi, des marqueurs les plus intéressants. Mon HDL est passé de 0,62 à 0,54, donc il a baissé. J'ai du HDL qui a baissé. Et par contre, donc mon LDL est bien monté de 1,92 à 2,94. Donc, tu vois, c'est quand même belle hausse, mais je suis à 3,6 grammes de cholestérol. J'ai interviewé Salomé qui est très maigre. Elle est à Salomé Sellouk, je ne sais pas, tu en auras peut-être parlé. Oui, je la connais bien, elle m'a envoyé ses résultats aussi. Ouais. Voilà. Elle est à 10 grammes de cholestérol. Et par contre, ce qui m'a le plus étonné, c'est mes triglycérides. Ils sont passés de 0,64 à 1,07. Tu vois, c'est étonnant, alors que j'avais moins de 30 grammes, je n'avais jamais un jour à plus de 30 grammes de glucides. Tu vois, je mange du chocolat noir. C'est vraiment surprenant. Alors, quand tu manges du beurre, c'est des triglycérides. À un moment donné, tu as besoin, ils sont peut-être en circulation. Voilà. Bon, ça reste à 1 gramme, c'est pas foufou. Et mon HbA1c, je l'ai fait aussi surtout parce que tu vois, j'ai ma mère qui est diabétique, ma grand-mère diabétique et tout ça. Donc, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et puis, mon HbA1c, je n'étais pas content. Elle était à 5,7. Ah oui. Tu vois, c'était élevé. Ouais. Donc, je suis redescendu à 5,4. Et par contre, mes taux de testostérone sont bons. Voilà. Et ma TSH, alors je n'ai pas fait T4, T3, je n'ai pas voulu faire d'analyse en Belgique et tout ça. J'ai fait d'autres choses, mais bon. Et ma TSH, elle est montée, elle est à 400, 4 unités internationales. Elle est au taquet. Elle est encore dans les normes, mais elle est au taquet. Et je me suis dit, c'est bizarre quand même. Mon métabolisme a baissé alors que j'ai augmenté mes calories, j'ai augmenté mes apports de gras sans exagérer. Je ne suis pas du style à rajouter. D'ailleurs, peut-être que tu nous en parles. Et quels étaient tes apports d'iode et le sélénium là, dans l'histoire? Je prenais au moins une fois par semaine. Je faisais des algues, tu vois, des algues en. D'accord. Comment on appelle ça? Oui, en légumes. Enfin, tartare d'algues. Oui. Une fois par semaine, j'en faisais. J'ai du poisson,
une fois par semaine ou deux, j'ai des crustacés. Et puis, j'avais 2 morceaux de poisson au moins dans la semaine, tu vois. Au moins. Il y avait un peu d'iode. C'était pas fou, mais… Attention au sélénium aussi, parce que le sélénium, tu as un vrai problème avec des boucles de rétroaction sur T4 et T3. Si tu as des apports de sélénium qui sont insuffisants, et clairement en Europe, c'est pire qu'aux États-Unis, j'arrête pas de le dire, parce que les sols européens sont pauvres. Chez nous, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Il faut faire attention. Le sélénium, c'est vraiment le micronutriment qui n'est pas assez mis en avant, vulgarisé. C'est énorme la quantité de littérature qu'on a sur le sélénium, jusqu'aux migraines, et les apports appropriés en sélénium en Europe, je connais quasiment pas. Moi, je vois des gens avec des 45, des 50, etc. Il faut viser autour de 150. Et c'est là que les produits de la mer, ils sont importants, parce que c'est la première source de sélénium quand tu… J'en prends quand même, tu vois, j'en prends quand même un petit peu, je fais gaffe à ça. Et tu vois, pour donner une idée, ma TSH, elle est écrasée à 0,1. Ouais, je sais, c'est fou. Mais toi, tu te complémentes ou pas? Non. Moi, j'ai toujours dit… Alors, par contre, j'ai des assiettes compliquées. C'est pour ça que je ne peux même pas les montrer, parce que les gens vont se dire, mais il fait quoi avec ça? Il y a un petit peu de beaucoup de choses. Parce qu'en fait, elles n'ont pas l'air très compliquées, les assiettes, quand tu décris. Non, sur les produits de la mer, par exemple, EPA, DHA, sélénium, iode, sans les produits de la mer, tu es quasiment obligé de taper sur des suppléments. D'accord. Et tu peux le faire facilement sur 3500, 4000 kilocalories. Sur une assiette à 1200, c'est même pas la peine, tu oublies. Et toi, tu prends du poisson, on est d'accord? Tu prends des produits de la mer, bien sûr. Ok, d'accord. Ça m'avait fait rire parce qu'au tout début où j'avais commencé mon régime cétogène, j'avais vu des assiettes de Dominique D'Agostino, qui est un chercheur en Floride, pionnier sur le régime cétogène, pionnier sur les corps cétoniques, y compris corps cétoniques de synthèse, etc. Et tous les jours, alors lui, il était aux États-Unis, on a une marque qui fait ça, il avait une petite boîte de conserve d'huîtres et une petite boîte de conserve de moules, tous les jours dans son assiette. Et c'est ce genre de choses qu'il faut faire quand tu veux commencer à travailler sur les micronutriments à partir de la nourriture. Et du coup, c'est plus compliqué. Mais sinon, c'est les suppléments. Mais il ne faut pas laisser traîner. Je vais parler d'un scientifique que j'adore vraiment beaucoup. Il a dû avoir le prix Nobel pour moi. Bruce Ames, qui est à l'origine de la théorie du triage. Bruce Ames s'est posé une question simple. Si un micronutriment remplit 400 fonctions, quand on n'en apporte seulement que 50%, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il remplit à moitié les 400 fonctions ou est-ce qu'il priorise? C'est-à-dire les fonctions essentielles d'abord et les fonctions moins essentielles dans le temps, c'est exactement ça qui se passe. Donc, on parlait de longévité tout à l'heure. Toutes les fonctions longévité sont désactivées avec des apports de micronutriments pas assez importants. Et c'est pour ça que je suis très focalisé sur les micronutriments, parce que quand tu n'amènes pas assez de magnésium, pas assez de sélénium, pas assez d'iode, pas assez le groupe de vitamine B, etc., dans le temps, tu vas avoir ta vingtaine, ta trentaine sans grand problème. Au pire, si tu es vraiment carencé, tu vas avoir des choses genre les ongles cassants, la peau sèche, les pertes de cheveux, le cycle hormonal perdu chez la femme, etc., etc. Mais ça ne va pas encore se voir. Ou l'ostéoporose précoce. Mais avec le temps, c'est quoi? C'est les cancers qui arrivent, c'est les maladies métaboliques, c'est la longévité qui est désactivée, etc. Bruce Ames, tu vois, il a 96 ans et il écrit toujours, il publie toujours des études. Tu parles de longévité. Les micronutriments, c'est super essentiel. Si on néglige les micronutriments, j'appelle toujours régime cétogène bien formulé. Et ça, c'est super important parce qu'un régime cétogène avec des carences en micronutriments, ça ne sert à rien en fait. Vous allez avoir les bienfaits d'un côté et de l'autre côté, vous allez apporter des carences. Et moi, je pense honnêtement que c'est les produits de la mer qui font la différence sur beaucoup de choses. Et les organes. Tu as mis le doigt dessus, je pense. Et les organes aussi. Les organes. C'est là où tu as le plus de densité. Bon, ça j'en prends au moins une fois par semaine. Mais tu vois, après, c'est pas évident. Mais une fois par semaine, j'essaie d'avoir un petit truc, tu vois. Et bon. Juste une question par rapport à ça. Enfin, j'ai 2 questions pour finir. Tu en as beaucoup qui te disent, dans un régime cétogène, il faut monter le gras, il faut rajouter des graisses. Tu vois, tu as une grande mode, ils vont te dire il faut monter à 200 grammes de graisse ajoutée. Je sais que tu rigoles parce que c'est pas du tout ce que tu fais. Et voilà. Non, c'est juste qu'en fait, il y a des gens qui disent ça et moi, je les récupère comme clients quand ils ont échoué avec autre chose. C'est pour ça que ça me fait rire. Alors, attention, il y en a qui réussissent très bien. Tu as Stéphanie Keto-Person aux États-Unis, que tu dois connaître, qui est dans cette mouvance. Tu en as en France, bon, et qui t'explique. Alors, moi, je me suis demandé pourquoi 200 grammes.
Tu vois, à un moment donné, je me dis, mais à quoi ça sert? Alors, j'ai demandé à Salomé, et elle me dit, bon, là, elle n'est pas pour 200 strict, hein, ça dépend des gens, mais elle te dit, si tu n'as pas tes corps cétoniques qui sont tout le temps au-dessus, alors elle veut qu'ils soient, normalement, c'était bien céto-adapté et tout, tu es à 1,5 en moyenne, le matin au réveil et tout. Toi, je sais qu'à partir de 0,5, 0,6, en continu, ça se passe bien. Pourquoi, à un moment donné, on doit être à 1,5? Alors, il y a des effets thérapeutiques des corps cétoniques. Tu sais que tu en as qui vont faire du céto pour faire monter leur corps cétonique quand ils ont peut-être des cancers, quand ils ont des maladies particulières. Ils vont faire du jeûne même momentané, juste pour faire monter ça momentanément. Mais pour quelqu'un qui n'a pas de pathologie, quel serait l'intérêt d'être toujours au-dessus de 1,5 ou 2? Aucun. Il n'y a pas plus d'effet des corps cétoniques? Si, je vais te donner un exemple. Je travaille avec beaucoup de sportifs de haut niveau et dans mon domaine, il y a beaucoup d'anciens pilotes de moto et il y a beaucoup de traumas crâniens. Et quand ils passent sur un régime cétogène, ils expérimentent la cétose profonde. Pendant la phase d'induction, la céto-adaptation, ils ont des cétoses à 1,5, 2, 2,5. Bon. Et là, ils se sentent super bien. Ils me disent, putain, je me sens bien. Hein. Et puis, au bout d'un mois et demi, 2 mois, 3 mois, la cétose, elle tombe. Elle descend à 0,5, 1. Elle me dit, putain, c'est chiant parce que tout va bien, mes performances sportives, ça va, mon poids, ça va, tout va bien, mais je me sentais mieux au niveau du cerveau quand j'avais une cétose plus profonde. Et là, je leur file la petite astuce de C8. Tu sais, dans les TCM, les triglycérides à la chaîne moyenne, tu as celui à 8 carbone, C8, qui est spécifique sur le bêta-hydroxybutyrate. Et donc, en le ramenant dans des préparations, ça, tu peux cuisiner avec, tu peux le mettre dans le café si tu veux, mais tu peux le mettre dans des préparations aussi. 20-30 grammes de C8 pur, ils remontent leur cétonymie à 1, 2, 1, 3, et ils se sentent mieux comme ça. Tu vois? Techniquement, pour leur performance sportive, ça ne sert à rien. Mais juste pour leur bien-être cérébral, c'est mieux parce que leur cerveau, il est un peu plus alimenté avec du bêta-hydroxybutyrate et ils se sentent un petit peu mieux. Et c'est clair qu'au niveau thérapeutique, tu vois, j'ai un respect immense pour Thomas Seyfried, qui a fait beaucoup de recherches sur le cancer et le régime cétogène. Il est à l'origine d'un index très précis entre un ratio de glycémie et un ratio de corps cétonique. Et donc, sa vision à lui dans le cancer, c'est une cétose profonde. Ma vision à moi, c'est une glycémie très basse. C'est-à-dire, on garde le ratio, mais on peut intervenir sur la glycémie. Beaucoup de gens te disent glycémie normale, c'est 80. Moi, je suis à 60 le matin. Ceux qui sont dans des corps cétoniques qui recherchent assez élevés sont aussi. Il faut que ce soit aussi corrélé avec une glycémie autour de 0,8 minimum, 0,7, tu vois. Ouais, mais les gens sont focalisés sur descendre en dessous 0,8. 0,8, ils estiment que c'est énorme, on peut descendre beaucoup plus bas. Hein. Oui, et les corps cétoniques, en fait, tu peux les mettre en opposition avec la glycémie. Moi, j'ai fait des essais avec des esters de corps cétoniques en prototype en 2017. J'étais un des premiers en Europe à les tester. C'était valait $2000 la fiole. Hein. Et là, j'ai emmené ma cétose à 7 millimoles. Oui, bon, après, ça c'est. 7 millimoles de cétose m'envoie la glycémie en dessous 0,25. Hein. En dessous, parce que l'appareil ne mesure pas en dessous 25. En dessous de 25. Pour moins cher, hein, c'est corrélé. Tu jeûnes 3 jours et tu l'as aussi ce seuil-là. Hein. Tu n'as pas 0,25. 0,40 de glycémie. Moi, j'ai vu ça en 3-4 jours de jeûne et la cétose qui explose aussi. Tu l'as pris avec le temps. Hein. Moi, je peux jeûner 48 heures, maxi 1, 1, 2. Hein. 48 heures de jeûne sec. La cétose, elle ne monte pas, toi. Mais au bout de plusieurs années de cétose nutritionnelle, c'est ça la norme. Non, mais 48 heures de jeûne sec. 48 heures de jeûne sec, sans eau. Parce que moi, j'ai toujours été plus fan du jeûne sec que d'eau. Tu déstockes plus vite. Voilà. Et c'est surtout que tu n'as pas le problème minéraux. Parce que quand tu bois, tu perds des minéraux. Là, tu notes ce problème-là. La cata, ouais. Et d'ailleurs, je dois m'organiser parce que, étant toujours un peu accro au café et à la caféine, je dois me désaccoutumer de la caféine avant de faire ça. Sinon, tu as mal à la tête. C'est ça. Et donc, du coup, tu as des corps cétoniques qui sont à 1,2. Voilà, ça s'arrête là. Mais c'est normal parce que ton corps a été habitué à déstocker. Et c'est le brûle du gras et plus les corps cétoniques. Attention, grande différence. Quand tu as un athlète vraiment fat adapté, il ne consomme plus de corps cétoniques. Les corps cétoniques, c'est pour le cerveau. Mais ce que je veux dire, c'est que le corps, il veut fonctionner à l'économie. Il s'est habitué. Et plus tu t'habitues à être en cétose comme tu es, il ne va pas consommer toutes tes graisses tout le temps. Il veut les garder. Tu sais, il y a une adaptation parce que il veut garder ce qui va lui permettre de survivre dans la nature. Non, donc, parce que ça, c'est dans un contexte de métabolisme de base écroulé. Comme je te disais tout à l'heure, en dessous de 3500 kcal, je perds du poids.
Donc, Donc, on ne peut pas considérer que je sois affamé à 3500 kilocalories. Donc, tu déstockes quand même beaucoup. Alors, si tu ah manges ouais. pas. Ah, mais tu brûles ce que tu manges, quoi, d'abord. Si je fais 3500 kilocalories sur 5 jours et 2 jours de jeûne sec, je perds 1 kilo. Ah ouais, d'accord. Oui, un jour de jeûne sec, on est bien d'accord. Après, Voilà. tu perds non, aussi… non, mais sans le reprendre, sans le problème hydrique, je perds vraiment 1 kilo. J'ai consommé ça. Oui, mais tu perds aussi beaucoup d'eau. Enfin, bon. Non. Quand je me réalimente derrière, quand je me réhydrate, etc., le bilan, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Salomé, elle a fait un truc exceptionnel sur l'anorexie, mais il ne faut pas comparer un métabolisme anorexique avec un métabolisme normal. Moi, faut pas oublier que Nelly l'a expliqué dans le premier livre, Nelly a été anorexique étant adolescente. Et le métabolisme de quelqu'un qui a été anorexique dans le passé, il est changé radicalement et je pense pouvoir dire probablement à vie. Et je l'ai vu par un de mes grands-oncles qui a été déporté dans un camp de concentration, le frère de ma grand-mère. Il est revenu, il faisait 31 ou 32 kilos. Et toute sa vie, il n'était pas capable de manger plus qu'un bol de riz, quoi. Attention, il y a des symptômes à vie. Oui. Hein, là, c'est le traumatisme dont tu me parles. Hein. Oui, non, même tu as l'estomac, par exemple. Chez l'anorexique, l'estomac tombe. Il y a une tose qui se forme, ouais, et elle ne revient pas après. Ouais. C'est possible. Et c'est difficile de la ramener. Tu as des problèmes d'ostéoporose à vie, etc. Enfin, ramener une densité osseuse chez une anorexie, etc., c'est un vrai travail. Ce que je veux dire, c'est que le métabolisme de quelqu'un qui est en anorexie, c'est pas du tout la même chose. Tu parlais tout à l'heure du cholestérol à 10 grammes. C'est très documenté depuis toujours parce que la personne qui est touchée d'anorexie a un cholestérol qui monte au plafond. Pourtant, elle ne mange pas. Donc, c'est pour ça que venir dire les problèmes du cholestérol dans les œufs, le cholestérol alimentaire, tout ça, c'est des conneries. On a totalement dépassé. Et l'anorexie est un cas d'école qui nous permet d'apprendre des choses, justement, sur le cholestérol en particulier. Un petit clin d'œil juste à Guillaume avant de finir, parce qu'il m'a demandé, il est en vadrouille, là, tu sais, c'est mon beau-frère, il est en vélo en France, il fait le tour il va un peu partout en vélo, là. Il appelle ça un thérapeute en vadrouille parce qu'il va me donner la bonne parole à qui veut bien l'accueillir. Et il fait plein de choses, et voilà. Et il partage son expérience du cétogène en vélo. Et il m'a envoyé, alors il s'est équipé d'un capteur de cétone et il le met la nuit, tu vois, pour voir comment ça se passe. Et il le met quand il fait du sport. Et ce qui est fou, et justement, ça fait relativiser un petit peu ces notions de combien on doit avoir de corps cétonique. Dans la nuit, il monte à 1,9, tu vois. Et puis, à 4h30 du mat, il se réveille un petit peu. Alors, il regarde le lendemain, il est descendu à 0,7, tu vois, en quelques minutes. Puis, il repart un peu en haut et hop, il rechute quand il se réveille à 6h du mat. Donc, si tu fais sa cétonémie au moment du réveil, donc tu as un peu de cortisol et tout ça, c'est normal. Ça chute. Mais après, dans la journée, tu manges un peu de graisse, ça remonte. Enfin bon, c'est comme ça, hein, les corps cétoniques. Donc, après, vouloir avoir 0,6, 1, 2, enfin, on ne sait pas trop combien on a, en fait. Est-ce qu'on est en cétose ou est-ce qu'on ne l'est pas, quoi. Franchement, moi, j'ai toujours fait tout ce que je pouvais pour simplifier les choses et arrêter de les rendre compliquées pour les gens. À partir du moment où vous avez des glucides sous contrôle, c'est-à-dire 10, 20, 30, 50 grammes selon les personnes, etc., de fait, vous êtes en cétose nutritionnelle. Il n'y a pas de secret. Hein. Le corps, il en a besoin. Il va les produire. Il n'y a pas besoin de rajouter autant de graisse qu'on le dit. Après, point important, est-ce que la cétose nutritionnelle est liée à la perte de poids? La réponse est non. Ça n'a pas de sens de dire je vais manger plus gras, rajouter plus de lipides dans mon assiette, chercher une cétose plus profonde pour perdre du poids. Pas de sens. Au début, on te dit, pour te céto-adapter, il faut quand même habituer ton corps. La céto-adaptation, c'est une phase spéciale. J'arrête pas de le dire parce que le gros problème, c'est que les gens s'affament. C'est-à-dire qu'ils retirent les glucides de leur alimentation, mais ils ont encore peur des lipides. En fait, ils font de l'hypocalorie. C'est ça la grosse erreur. Et c'est pour ça qu'il faut envoyer un signal fort au corps en disant on a juste changé de carburant, mais il y a toujours à manger. Manger à satiété, manger plus de lipides, y compris même prenez du poids pendant les 2 premières semaines. Le poids, on s'en fout. Il y a beaucoup de gens, il y a une bonne moitié qui va pratiquement prendre du poids pendant la phase de cette adaptation. Mais là, on change de carburant. Et une fois que ça, c'est bien fait, on peut commencer à travailler sur les lipides pour commencer à perdre du poids. Voilà. Mais dire aux gens 200 grammes, 250 grammes de lipides dans un régime cétogène, ça dépend de la dépense énergétique. Moi, j'ai mes athlètes qui sont beaucoup plus que ça. Mais si c'est pour quelqu'un qui est sédentaire, qui ne fait pas de sport, ça n'a pas de sens. Là, vous allez prendre du poids. Voilà. Et tu vois, il a fait un col 10 km, tu vois, 500 mètres de D+. Et ses corps cétoniques sont montés à 1,9, tu vois. Alors qu'il fait un effort physique, il y a du cortisol et tout,
même sa glycémie, je suis sûr qu'elle est montée parce que quand tu fais un effort, tu libères un peu de Oui, glucides sur le moment, hein, oui. dans le sang. Et malgré tout, il monte à plus élevé qu'il n'est habituellement au repos. Mhm. Comment tu l'interprètes? Ça, c'est normal que tes corps Et cétoniques ils montent à l'effort? l'adaptation physiologique à l'effort, elle est immédiate, ultra. Moi, je suis très, très fan de cette machine qu'on appelle corps humain, parce qu'elle est capable, en quelques millisecondes, parfois pour certaines hormones, de produire exactement ce dont on a besoin au moment voulu. C'est pour ça que venir faire des règles par rapport à des modèles qui sont anciens, par exemple les glucides pour performer sur le sport, on ne sait rien encore. Franchement, il y a encore Tim Noakes qui a produit une dernière étude l'année dernière sur un record de lipides consommés à la minute durant un effort, durant un quotient respiratoire. C'était des choses non documentées encore. On ne le savait même pas au niveau scientifique. Tu vois? Et c'est pour ça que tu prends des gens comme Zach Bitter, qui est le parrain de notre site, qui a 2 records du monde sur longue distance. Ce qu'il a fait, lui, il y a beaucoup de gens qui lui disaient avant, c'est impossible. Il l'a fait. Voilà. C'est pour ça qu'on est encore dans une zone d'exploit en termes de performance sportive. Moi, par exemple, un de mes domaines d'activité principaux, c'est le sport moto. Le sport moto, dans certains domaines, c'est des sports très brefs. Le supercross, c'est des manches de 10 minutes. C'est très bref. Tu as une pulsation cardiaque à 200 pulsations avant même d'avoir commencé. Ouais. Tu as des problèmes de respiration. Bon. Et même pour ça, on a eu des bienfaits qui sont absolument énormes. En termes de prise de temps de prise de décision, le régime cétogène a été documenté pour quasiment tous les sports. Dans la Ceto Academy, j'ai dit, il n'y a encore pas de trace de champion sur le 100 mètres en course à pied, mais je ne désespère pas qu'un jour, quelqu'un va performer en céto nutritionnel sur le 100 mètres. Tu vois, sur ça, j'ai encore des doutes parce que, tu vois, si ça devait le faire, franchement, si ça devait être le cas, comme ça se fait déjà pour des triathlètes, des athlètes de longue distance et qu'on voit les résultats, ça se fait, pourquoi ceux-là n'ont pas déjà fait? Non. S'il y a des millions en jeu. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec toi. Tu connais pas les coulisses du haut niveau, toi. Ça se voit. Parce que c'est pas de la science, c'est pas de la médecine, c'est de la politique. Vois, les All Blacks, ils l'ont fait en 2015. Non. Attends. Déjà, il y a toujours une différence entre ce que les gens disent et ce que les gens font. Moi, je le vois avec, ne serait-ce que le cyclisme, par exemple, le cyclisme professionnel. Oui, mais ça reste de l'endurance. Non, mais tout ça, je suis d'accord avec toi. Ce que je veux te dire, c'est que ce qui se passe vraiment en arrière-boutique, en gros, quasiment personne ne sait. Tu vois, quand j'ai envoyé mon premier livre à Bardet, par exemple, qui avait été coaché en keto par un de mes amis médecins en Floride, etc. Il y a un de ces médecins qui m'est tombé dessus en disant « Ouais, c'est des conneries, patati, patata », parce qu'en gros, il ne faut pas que ça se sache, si tu veux. Donc, moi, c'est pareil, tous les athlètes pro avec qui je travaille, je signe un contrat de non-divulgation parce qu'ils ont un contrat avec Red Bull, Monster, etc. Oui, il ne faut surtout pas que ça se sache. Tu vois. D'accord. Et c'est compliqué, le sport. Oui. Après, tu parles là de beaucoup d'activités, tu vois, d'endurance. Tu vois, c'est toujours pareil. C'est difficile, je pense, pour les autres. Non, mais attends, je vais te donner tu prends Dorian Yates, 5 fois Monsieur Univers. On ne peut pas considérer que c'est un rigolo. Bon, non. Lui, il fait partie de la première génération dopage. Mais tous les autres étaient aussi. Ils sont sur un pied d'égalité. Dans cette activité physique-là, de toute façon, tout le monde l'est. Donc, ce n'est pas un problème, parce qu'on est sur un pied d'égalité. Depuis très longtemps. Alors, oui, si tu veux, un corps humain naturel, il faut remonter à avant 1930. Là, tu as à peu près les maximums de ce qu'on peut faire, sans testostérone, sans… Ok, très bien. Lui-même, il est un grand fervent du régime cétogène et céto-carnivore aujourd'hui, alors qu'il ne l'était pas quand il était encore champion. C'est des gens qui comprennent ça maintenant. Oui. Attention. Mais c'est pas pour du 100 mètres, c'est pas pour des soulevés de terre, d'haltéro et tout ça. Voilà, tu as vu la création de masse musculaire qu'ils font, ces gars-là, quand même, hein? Elle est possible, bien sûr, mais il n'y a aucun souci. Quand tu vois la physiologie, la physionomie d'un coureur de 100 mètres aujourd'hui, c'est presque un culturiste qui court sur 100 mètres. Hein. Ouais. Voilà. Ouais, sauf qu'il y a l'explosivité en différence. Mais bon. J'ai bien étudié un petit peu tout ça parce que je suis du milieu et bon, mais après, j'ai des choses à apprendre, je le sais. Hein. Et peut-être qu'on en découvrira d'autres. Hein. On a partout maintenant. Tu en as en MMA, tu en as en boxe. Je l'avais mis sur la Ceto Academy, tu avais un champion russe de patinage artistique. Bon, après, c'est clair que tout ce qui est triathlon, course à pied, etc. Mais regarde, tu prends par exemple le top élite marathonien. J'ai pas encore, tu vois, cette barre des 2 heures, là, où il tourne autour, là. J'attends avec impatience quelqu'un qui est vraiment penché sur l'utilisation des lipides pour la performance pour casser cette barre des 2 heures. C'est pas fait. Alors qu'on sait très bien que, en théorie, pour l'instant, on peut arriver à améliorer la performance avec ça. C'est pas fait. Les mecs, ils carburent aux glucides à mort.
Oui, oui. Mais parce que le staff autour, ça c'est super important, le staff autour est conditionné glucides. Il suffit qu'à un moment donné, tu aies un médecin qui pense différemment et qui a accès au bon athlète, et ça y est, ça passe. C'est pas plus compliqué. C'est juste un problème de théorie dominante aujourd'hui où tout le monde fait la même chose. L'avenir nous le dira. S'il y a des enjeux financiers et que c'est mieux, ça se saura peut-être un jour. Il n'y aura pas d'enjeu financier sur le régime cétogène qui, de toute façon, ne rapportera rien. Je veux dire pour gagner des courses. Si ça te permet de gagner des courses, je peux te dire que tout le monde va s'y mettre. Oui, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas photo. Allez, une dernière question, si tu permets. Tu as encore le temps? Oui, bah moi j'ai tout mon temps. Ça va. C'est ma femme qui te pose la question. Elle a fait le régime cétogène pour maigrir. Tu vois, elle pesait 60 kilos, 48 ans, en forme, elle fait du sport et tout ça. Et elle a pris 4-5 kilos en 20 ans. Hein, c'est normal, hein, c'est pas énorme. Mais elle voulait perdre 2-3 kilos. Ça, c'est bien. Elle n'arrivait plus à perdre, hein, en préménopause, c'est un peu plus compliqué, tu vois. Et donc, elle s'est lancée avec moi. Elle a dit, ah là, je suis à fond et tout. Donc, on a fait tout bien. Hein, voilà, on est parti avec ton bouquin. On a lu pas mal de choses. Voilà. Elle a réduit bien ses glucides, elle n'a jamais dépassé les 20 grammes, elle a consommé ses protéines, alors elle a dû rehausser, c'est très dur de manger de la viande pour elle, du poisson, enfin, elle n'était pas trop viande, hein, tu vois, c'était pas évident, mais elle a commencé à manger, pas assez d'abat, impossible à manger, de toute façon, elle n'y arriverait pas, et elle a rajouté un peu de graisse quand même, hein, des graisses saturées correctement. Elle a perdu 2 kilos rapidement, donc ça c'est les glucides, hein, je pense, tout s'est bien passé. Et 6 mois après, elle a repris ses 2 kilos. Elle n'a jamais réussi à décoller. Donc, ça fait 6 mois. Elle est toujours au même point. Sur le plan physique et sportif, elle a fait un peu de palpitations, tout ça, même si elle a rajouté du sel. On n'a pas rajouté 10 grammes. Elle n'a pas réussi. Hein. On n'y arrive pas, concrètement. Hein. Et on a rajouté un petit peu de l'iode. Voilà, elle a pris des compléments, hein, magnésium, un peu magnésium, potassium, calcium, la vitamine D, calcium, des petites choses comme ça. Pardon? Elle prend des produits laitiers, le calcium, les palpitations. Ouais, elle prend des produits laitiers tous les jours. Mascarpone, un bout de fromage, voilà, mascarpone et bout de fromage et du beurre, hein. Beurre cru. Voilà. Écoute, on a essayé d'être vraiment calé, d'augmenter un peu les graisses à un moment donné, mais elle regrossissait un peu. On les a enlevées un petit peu. Elle n'a pas maigri vraiment. Enfin, c'était sincèrement. Pourtant, elle n'a pas un bon métabolisme. Hein. Elle a tout le temps froid. Elle est frileuse un petit peu. Bon, on a regardé ce taux de TSH, tout ça. Bon, on n'est pas rentré dans T4, tout ça. Je ne pense pas qu'elle soit au taquet, mais on est un peu bloqué. Tu vois, c'est des situations que je rencontre, ça. Ah oui, c'est clair. Au début, ça fonctionne. Et plus chez la femme que chez l'homme. Et puis, ça ne décolle pas chez les femmes. Voilà, les mecs, tu les vois perdre 6-7 kilos rapidement. J'ai pareil, il y a un couple, il a perdu 7 kilos lui en faisant pareil qu'elle. Elle a une résistance à l'insuline. Hein. Donc, elle n'a pas décollé. Donc, tu vois, vraiment, c'est différent chez les femmes. Et voilà, pourtant, elle a tout fait bien. Et toi, tu dirais, qu'est-ce que tu dirais? Ça viendrait d'où? Qu'est-ce que tu travaillerais? Il y a souvent des... Il faut vérifier la glycémie, par exemple. Il y a souvent des problèmes chronobiologiques et liés à la glycémie. Typiquement, les lumières artificielles, les écrans le soir, etc. Ça, c'est une vraie catastrophe. Et on le voit directement sur la glycémie. Elle a une hygiène qui est correcte. Elle se couche assez tôt, elle dort bien. Enfin bon, elle fait du sport. Elle bosse dehors. Elle est prof de PS aussi, tu vois. Donc, ça va. Par contre, sa glycémie... En céto strict, elle était quand même autour de 0,8, 0,9. Elle n'était pas très basse, mais correcte, tu vois. Et elle oscillait entre 0,6 et 1 de cétone, mais jamais plus haut, tu vois. Elle n'arrivait pas parce qu'elle ne rajoutait pas énormément de graisse non plus. Mais c'est compliqué parce que faire manger plus de viande, faire manger plus de protéines. C'est pas forcément plus, tu sais, il y a aussi. Au niveau chronobiologie, la chronobiologie est super importante dans l'histoire. J'ai vu un paquet de gens, par exemple, quand ils ont déplacé leur rapport de nourriture soit quasiment exclusivement ou exclusivement le matin, ça n'a plus rien à voir avec un apport plus tardif. Je me forçais à manger le matin, tu vois, alors que moi, parce que le métabolisme de base, il n'est pas stable dans la journée. Hein. Il est élevé le matin, il baisse dans la journée. Le matin, tu vois, à manger. Hein. Ouais, mais ça, si tu veux, tout se règle en fait avec l'heure du coucher, la quantité de sommeil profond la nuit, l'heure du lever le matin, l'exposition à la lumière du soleil le matin. T'inquiète pas que tout ça, on l'a réglé. Franchement, et à 7h30, 8h, 8h30, 9h, selon son mode de vie, bim, le repas. Un seul par jour. 23h30 de jeûne ou 23 heures de jeûne intermittent
comme ça. Ouais. Et là, ça te permet une fois que tu as tous tes acides gras en circulation, ont été digérés, Ouais. etc., tu tapes dans ta graisse corporelle. C'est Tu les clair que casses. tu prends ce gros repas que tu vas prendre le matin, si tu le fractionnes en 3 repas sur ta journée, l'aspect sur la perte de poids, l'impact sur la perte de poids n'a rien à voir. On n'est pas fait non plus pour manger 3 fois par jour. Ouais. 2 repas par jour, c'est bien pour commencer un régime cétogène. Après, pour la perte de poids, beaucoup vont sur 1 repas par jour pour laisser une longue plage, entre guillemets, de jeûne intermittent. Mhm. D'accord. Alors que tu vois, dans d'autres modèles, on te dit faire un seul repas par jour, un OMAD, ça va te mettre dans un état donc de jeûne, justement, et ton métabolisme risque de chuter. Donc, ça veut dire que tu as toutes tes calories sur un repas. Oui, toutes tes calories sur un repas. Tes Oui. calories sur un repas, mais c'est énorme. C'est-à-dire que c'est vraiment dur pour certaines personnes. Bah, au début, il faut commencer sur 2. Et puis Ouais. après, si tu sais, Tu peux c'est une réduire histoire sur de un. redémarrage. Tu as Kelly Rogan, qui est une des premières pionnières sur l'approche carnivore, en particulier pour la perte de poids. Son expérience, elle est vachement intéressante, puisqu'elle arrive avec un surpoids massif. Je ne sais plus combien elle avait, mais elle devait bien avoir moins 50 kilos de trop. Elle passe sur un régime carnivore. Et alors, j'ai plus les chiffres en tête. J'avais fait un article, mais c'était il y a longtemps, sur notre site, où elle explique que pendant 6 mois, elle fait que prendre du poids. Oui, Mais je c'est un sais. truc énorme, hein, genre 15 j'ai vu kilos, ça. quelque chose comme ça. Moi, Voilà. c'est beaucoup quand même. Bon, Faut voilà. tenir, faut avoir la foi. Au bout de 6 mois, ça aux États-Unis, c'est très popularisé par ce qu'ils appellent la reverse diet. C'est-à-dire, pour faire simple, des personnes qui sont affamées, le métabolisme de base est écroulé, vous êtes en mode économie d'énergie, et arrivé là-dedans, vous voulez encore perdre du poids. Mais ce n'est pas possible en fait. Il faut passer par une phase où vous allez manger beaucoup pour renvoyer le signal à votre corps qu'il y a assez de nourriture, remonter la température corporelle, remonter les productions hormonales, remonter la dépense énergétique, donc le métabolisme de base, pour ensuite faire un léger déficit et commencer à perdre du gras. Oui, c'est ce qu'on a fait, c'est la théorie, mais ça n'a pas suffi. Beaucoup de femmes sont concernées par ça. Beaucoup de femmes ont fait des régimes hypocaloriques. Après, il y a des problèmes endocriniens majeurs. Aux États-Unis, tu sais, ils remplacent beaucoup. Donc, la prégnénolone, ici, ils vendent ça comme des bonbons parce que c'est en vente libre. Prégnénolone, DHEA, TRT pour la testostérone, etc. Tout le monde prend ça comme des bonbons ici parce que c'est complètement écroulé. Quand tu vois les taux de testostérone chez les adultes en 2024, c'est une catastrophe. Ouais, mais tu vois, c'est artificiel de monter ça. Oui. Ton corps, il va plus sécréter. C'est catastrophique, quoi. Bien sûr, c'est artificiel. Mais aujourd'hui, ça veut bien dire qu'on est dans une véritable épidémie du métabolisme. On a un vrai problème global. C'est même pas de la complémentation. C'est Non. du dopage, on est d'accord. Dopage, ça dépend. Dopage, c'est dans le cas sportif. Mais disons que tu remplaces. Non, mais à un moment donné, quoi. À un moment donné, si tu veux, c'est comme les carences nutritionnelles. Est-ce qu'il est préférable d'entretenir une carence nutritionnelle ou de supplémenter? Quand tu as des gens qui ont des niveaux de certaines hormones vraiment dans les choux, ça devient dangereux de les laisser comme ça. C'est devient inconfortable pour eux. Donc, moi, je peux comprendre qu'on utilise des hormones synthétiques, artificielles pour venir les remplacer. Voilà. Alors, c'est pas mon idée du vitamine. Non, moi non plus. C'est pas mon après, idée de la santé. Je préfère aller taper dans les causes et essayer d'améliorer les choses. Mais des fois, je suis d'accord, quand tu vieillis, quand vraiment tu es en difficulté, momentanément, ça peut être nécessaire. Et les métabolismes de base écroulés chez la femme, c'est vraiment aujourd'hui très, très courant. Ah ouais, je sais, c'est de gros problèmes aujourd'hui. Et donc, du coup, commencer à travailler sur la dépense énergétique. Moi, je suis un très grand fan des thérapies qui visent la mitochondrie, augmenter les productions mitochondriales, augmenter lumière rouge, exposition au froid, tout ce qui va participer à une dépense énergétique passive. Et c'est une boucle, c'est des boucles de rétroaction après. C'est comme qu'on n'a jamais fait. Il y a tout un tas de choses qui se passent au niveau hormonal. Voilà. Il faut faire quand même attention à la surstimulation chez des personnes qui ont des réactions qui sont quand même en bas et il faut quand même être progressif. Je le dis pour ceux qui regardent et qui vont les lancer dans de l'exercice intense, dans de l'hormèse froide. Même pour le froid aussi. Des gens qui sont en épuisement surrénalien, par exemple, les exposer massivement au froid, ça ne va pas être la bonne idée. Et comme toujours, en fait, il faut essayer de trouver la véritable origine des maux et après de mettre un plan pour redresser la situation. Voilà. Bien regarder, oui. Alors, t'inquiète pas, on a étudié la situation parce que c'est mon métier quand même. Mais bon, c'est vraiment pas évident et subtil des fois. Et en termes de compléments alimentaires, tu parles pour la mitochondrie, comme le coenzyme Q10, des choses comme ça. Est-ce que tu aurais, toi, vraiment des compléments qui aujourd'hui seraient utiles, vraiment, que tu vois comme étant essentiels pour la majorité des gens?
On parle peut-être de mélatonine aux États-Unis beaucoup en ce moment, ou de coenzyme Q10, de choses comme ça. Oui, alors vraiment la molécule numéro 1, si les gens devraient tous prendre un supplément, j'ai pas d'action chez eux. Hein. Moi, j'ai aucun conflit d'intérêt. Les seuls clients qui me payent, ce sont les membres d'Eat Fat to Be Fit. Personne d'autre me paye. Donc, j'ai une liberté de parole totale. Il y a un vrai problème mondial et le problème de santé, il est majeur parce qu'il est dans plein de domaines. La vitamine D. La vitamine D, ça vaut rien. Si vous n'êtes pas capable, vous n'avez pas le temps de vous exposer correctement au soleil ou parce que vous êtes à des latitudes où c'est compliqué, etc., ne laissez pas vos taux de vitamine D trop bas. Un taux santé de vitamine D, c'est 50 nanogrammes. Point barre, ça ne se discute pas, ça. Donc, à 15, il y a des problèmes, à 10, il y a des gros problèmes, et à 0, alors là, c'est une catastrophe. Et aujourd'hui, on a 80% des Français qui sont dessous 20. Je t'interromps juste sur la vitamine D. Oui. En fait, je viens d'apprendre que notre corps en fabrique une dizaine de variantes. Non, beaucoup plus que ça. J'ai 2 livres qui, uniquement sur la vitamine D, font 2500 pages. C'est un bon sujet bien complexe. Quand tu te complémentes et que tu en prends une sorte, oui. Tu n'apportes pas toutes ces étapes qui vont te permettre d'arriver. En fait, le sang, c'est le reflet de ce que tu consommes peut-être là. Mais il paraît que les bienfaits de la vitamine D dépendent de toutes tes étapes qui partent des stérols jusqu'à arriver à en produire. Et que si tu en apportes de façon externe, ce n'est pas du tout les mêmes intérêts et les mêmes effets santé que si c'est le soleil et les stérols qui la produisent. Et que ça ne compense pas ça. La production endogène de vitamine D par le soleil est unique et irremplaçable. D'accord. Point. Maintenant, entre quelqu'un qui a une vitamine D à 18, parce qu'il est post-soleil, et prendre un supplément de vitamine D, je dis prenez le supplément de vitamine D. Ça va lui faire monter son taux dans le sang. Mais ça va lui donner tous les précurseurs et en particulier ce qu'on appelle véritablement la vitamine D. Parce que toutes les molécules qui sont transformées, d'ailleurs, et c'est pour ça que je tire à boulet rouge sur ce qu'ils appellent les mégadoses, les maxidoses qui sont vendues en pharmacie parce que remboursées par la Sécu, parce que le corps ne sait pas gérer une telle dose de vitamine D sur une seule journée, et il convertit dans une forme qui est, pour faire simple, pas une vitamine, c'est autre chose. Et donc, c'est pour ça qu'il est préférable d'avoir une vitamine D en apport tous les jours. Si vous voulez le faire avec du foie de morue, mangez du foie de morue, moi, ça ne me dérange pas. Mais tous les jours, pas 1 kilo de foie de morue tous les 6 mois. Voilà. Mais rien ne te dit que cette vitamine D qui va passer dans ton intestin et aller dans ton sang va être utilisée correctement par tes cellules. J'ai 2 livres, 2 tomes sur toutes les dernières littératures scientifiques sur la vitamine D, juste la vitamine D. C'est 2500 pages. C'est juste pour donner une idée de la complexité du truc. C'est-à-dire ce que je veux te dire. À la base, l'être humain, il est fait pour vivre quasiment nu, dehors, au soleil. Point barre. À partir du moment où on ne veut plus le faire, on ne peut plus le faire, il faut trouver une solution pour pallier. Oui, mais la question, c'est est-ce que ça fonctionne? C'est ça le truc. Fonctionne. Je vais te donner juste une anecdote, parce que c'est rigolo. Je l'ai vécu, moi. Je n'ai jamais pris de ma vie de vitamine D extérieure. Je m'expose même l'hiver au soleil, j'essaye d'y aller. Cette année, impossible. De la pluie, l'horreur chez nous. J'ai fait mon évaluation pour la première fois de ma vie de vitamine D. Je suis à 28 nanogrammes, c'est rien. Et ma femme s'est supplémentée pendant toute la phase cétogène, là, pendant ces 6 derniers mois, en vitamine D. Elle monte à peine à 30 et quelques. Et elle est plus haute que moi. Un peu plus haute, type à peine. Et elle prenait pour l'équivalent de 2-3 000 unités internationales. Et on dit que la vitamine D, c'est vraiment le premier impact, c'est sur l'immunité. Tu vois, c'est un des premiers facteurs, même s'il y en a plein d'autres. Et toute ma famille a été malade. Il y a eu une épidémie ici, et on n'en a pas parlé. En France, il y a eu une épidémie de sorte de bronchite respiratoire. Là. S'il y avait eu le Covid, là, je peux te dire qu'on était tous enfermés. Tout le monde l'a eu, dans mon milieu, mon travail, et tout le monde l'a eu. Truc de fou. Et ma femme, pour la première fois, a eu une maladie respiratoire. Elle a eu une fois le Covid, mais avant, elle n'est jamais malade, elle tousse, elle fait des bronchites. Moi, ça a été mon problème enfant et début jeune adulte. J'en faisais tout le temps. Cette année, j'ai eu 3 jours de rhume. Toute ma famille a été malade. Moi, je suis à un taux de vitamine D le plus bas de la famille et c'est moi qui n'ai pas été malade. Tu vois, alors que ma femme fait ses taux et elle prend la vitamine D, moi, je faisais ses taux, pas de vitamine D. Comme quoi, tu vois, après, tu vois, ça, c'est corrélation, n'est pas du tout causalité, c'est vraiment bidon. Mais c'est juste pour te dire,
Je sais pas. La vitamine D, elle a besoin de magnésium. Il suffit qu'en face, tu n'amènes pas assez de magnésium et ta vitamine D, elle sert à rien. Elle s'empile. Ouais, mais elle, c'est la seule qui prenait du magnésium, tu vois. Moi, je prends pas de complément. C'est rigolo, tu vois. Concrètement, moi, je vais donner la contrepartie ici. J'étais beaucoup dehors dans le passé, etc. Comme tous les êtres humains sur Terre, je trouvais normal, enfin, au moins dans l'hémisphère nord, d'être malade tous les hivers. Donc, grippe, rhume, 4 mois de nez qui coule, après, je t'ai changé comme les tout le choses. monde, et c'est normal. OK, bon. 2013, je passe en régime cétogène. Depuis 2013, pas une seule fois le nez qui coule, pas une seule fois malade, pas de grippe, pas de rhume, pas de Covid, rien. Nelly, pareil. Voilà. Ouais. Il y a, on est d'accord qu'il y a des effets généraux intéressants sur le cétogène, ça c'est évident. Mais non, de dire que tu ne seras jamais malade, tu n'auras jamais une infection, je pense que ce n'est pas la panacée pour tout le monde non. J'ai une étude de 74 qui met en évidence directement sur les globules blancs l'impact du glucose. 74, c'est déjà vieux. Hein. Bien sûr, je connais bien ces études-là. Ouais. C'est direct. Tu brises l'immunité naturelle des gens avec des apports en glucides. Là, on ne parle même pas de la cétose en tant que telle. On parle des apports de glucides qui viennent briser l'immunité. Alors attention, toi, tu regardes les taux de globules blancs, tu vois, dans le corps, et ce n'est pas suffisant pour vérifier l'immunité. Il y a des fois des gens qui ont des taux qui explosent, il suffit qu'ils mangent un truc, et puis le lendemain, ils auront des taux différents. Non, mais la capacité d'un globule blanc à phagocyter un envahisseur, elle est évidente, elle est faite sous microscope, etc. Et c'est en fait le gradient, plus tu augmentes la quantité de glucose, plus ton globule blanc, il ne fout plus rien, quoi. On est d'accord qu'il y a des réactions inflammatoires en plus et tout ça. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Ok. Donc, honnêtement, les glucides sont. C'est pas Satan. Tout peut être. Il y a tout peut-être à double tranchant. On a des avantages, des inconvénients, etc. Mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, on a une explosion des cas de cancer. On a 500 millions de diabétiques dans le monde, plus 500 millions de prédiabétiques. On a une obésité qui explose. On a une stéatose hépatique qui explose. On a des pathologies auto-immunes qui explosent. On a des gens qui sont clairement dans ce que j'appelle un état de délabrement. On ne peut pas dire ça autrement. Donc, on a d'un côté une nourriture, des apports énergétiques vides en micronutriments. On a des nutriments qui sont clairement toxiques. Tu parlais des huiles de graines qui sont riches en oméga 6, très bien. Les fructoses en particulier modifiées, très bien. On a tout un tas de choses qui sont… Là, il y a toute cette mode autour des facsimilés de viande avec des produits, alors avec des listes d'ingrédients longues comme ça, qui sont une vraie catastrophe. Les fameux produits véganes qui vont envahir le marché, là, où il y a etc. Et on voit aujourd'hui que, de façon évidente, il y a une vraie catastrophe sanitaire qui s'annonce. Vraiment. On est dans un déclin d'une société, c'est évident. La mortalité aux États-Unis, elle est en train de baisser. Le taux d'espérance de vie a chuté pour la première fois de l'humanité. Hein, je veux dire, depuis la récente, ça diminue. Enfin bon, c'est catastrophique. Mais voilà, on ne va pas tout mettre sur le glucose. Il y a énormément d'autres facteurs. Mais à la base, ce que je prône, c'est la simplicité. La simplicité, c'est quoi? Vous mangez de la viande, des produits animaux nourris à l'herbe, vous mangez des produits de la mer, vous mangez des légumes si vous aimez les légumes, avec le moins d'intrants possible, le moins de produits phytosanitaires dessus. Vous mangez des produits laitiers si vous aimez ça, ok. Vous faites attention à vos apports en micronutriments. Et à côté de ça, vous faites attention à votre sommeil, votre exposition aux écrans qui perturbent votre sommeil. Et puis, vous augmentez votre activité physique parce qu'on n'est pas fait pour être sédentaire. Voilà ce que je prône. C'est pas plus compliqué. On est d'accord, c'est du bon sens. Mais tu sais, la mise en place d'un régime cétogène avec les électrolytes, les choses, quand on rentre dans la subtilité, on s'aperçoit qu'il y a quand même des gens qui galèrent. Et j'en fais partie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, alors j'ai ajusté les choses progressivement, mais c'est pas aussi simple qu'on imagine. Parce que tu vois, quand tu n'amènes pas assez d'électrolytes, de sel, tout simplement, à un moment donné, tu as un peu de palpitation, tu es un peu moins bien physiquement. Alors, il faut compenser tout ça. Alors que quand tu manges, tu vois, occidental basique, en mangeant bien, je veux dire, sans manger de produits transformés, eh ben, c'est un peu plus facile dans les effets à court terme. Alors que quand tu veux rentrer dans un cétogène bien formulé et tout, sur du moyen terme, il faut quand même t'employer un petit peu. C'est vrai, c'est un effort. Mais il y a quand même des petites choses à régler. Oui. Hein, et tout le monde ne le fait pas spontanément. Donc, il faut être coaché, il faut être encadré. Voilà.
Il faut lire. Il y a des choses de base à savoir. Des aliments qu'il faut. C'est pareil, tu sais, tu as beaucoup de gens qui me disent oui, alors ça, c'est interdit au régime cétogène. J'arrête pas de le dire. Il n'y a rien d'interdit au régime cétogène. Il n'y a aucun aliment. Même si vous voulez manger un carré de sucre de 5 grammes, mangez-le. Hein. Il n'y a rien d'interdit. L'important, c'est de comprendre ce qu'on fait. Qu'est-ce qui vient faire ce carré de sucre de 5 grammes dans votre alimentation? Est-ce que vous êtes sportif, pas sportif? Est-ce que vous avez un problème de diabète ou pas? Quel va être l'impact de ce morceau de 5 grammes de sucre sur votre glycémie, etc. Il faut regarder un peu les choses avec perspective. Ce n'est pas une religion, quoi. Mais tu vois, il faut quand même redevenir acteur de sa santé, il faut s'informer, il faut connaître un peu de physiologie. Oui. Ça demande de l'éducation. Et ça, je peux te dire que les lobbies et la société n'est pas prête à encourager ça, vu les finances et les manipulations de masse qui sont en train de se faire, qui existent depuis toujours de toute façon. Mais tu sais, ça va même pour des cas précis. J'avais interviewé le docteur Jikossi, cancérologue en France, pour lequel j'ai un profond respect. Et elle avait dit une phrase qui est restée, je la recite souvent, le régime mangez ce que vous voulez n'est pas scientifiquement documenté. Et c'est vrai que quand on a un cancer, par exemple, je sais ce que c'est que ce genre de nouvelles qui vous tombent dessus, et qu'en face, vous avez un médecin qui vous dit « Ah mais non, vous pouvez manger ce que vous voulez », c'est là qu'on voit le fossé dans lequel on est, parce que entre la maladie et la science publiée en face, il y a un problème. On ne peut pas dire aux gens « Mangez ce que vous voulez ». Le médecin n'est pas formé pour ça. Non, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, on aurait un effet sur le cancer radical si, pour moi, il y avait ne serait-ce qu'une nutritionniste ou un cuisinier qui serait formé, qui apprendrait aux gens à mieux manger, même sans aller sur un régime cétogène radical, etc., mais éliminer tout un tas de choses qui viennent clairement entraver la guérison. Et tu sais, cette éducation, elle se fait. Moi, j'essaye de faire passer. Je suis encore enseignant en lycée professionnel sur quand je vois ce que mangent nos élèves, c'est terrible. Donc, on leur apprend simplement qu'un soda, c'est pas un aliment et que ça a des dangers. Donc, on leur montre des vidéos et tout ça, mais ils tombent des nues. Et il y a la famille derrière ne sait rien du tout, rien. Non, bien sûr. Il y a une désinformation volontaire aussi, je pense, qui est derrière. Mais non, chacun est libre d'aller chercher l'information, mais ça, c'est plus compliqué. Une journaliste m'avait interviewé et m'avait dit oui, mais je lui ai dit, vous savez, il n'y a jamais personne qui arrive sur un régime cétogène par hasard. Les gens, ils arrivent sur un régime cétogène en sachant spécifiquement le problème sur lequel ils veulent intervenir et ils vont apprendre dessus. Les personnes n'y arrivent par hasard parce que c'est clair qu'il faut apprendre ce que sont les protéines, les acides aminés, où les trouver, la différence entre les acides gras, les micronutriments, etc. Très bien. Eh bien, écoute, tu es là pour ça. Donc, on peut te retrouver sur le site Eat Fat to Be Fit. Toutes les informations de la Céto Academy, tes livres que tu as présentés tout à l'heure. Ulrich, on va se quitter là pour l'instant. Peut-être qu'on se reverra sur d'autres points, j'espère, peut-être un jour. Avec plaisir. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de partager tout ça avec toi et je te remercie beaucoup pour la petite communauté. Et j'espère que ces informations vont bien circuler. Et voilà. Que tu vas te faire connaître et que tu mérites d'avoir un peu plus d'auditeurs. Malgré ce que YouTube fait. J'ai pas d'espoir là-dessus. Tu sais, mon projet de Conseil Keto, c'était faisons sauter notre chaîne YouTube. Je pense bien y arriver à un moment donné. En tout cas, tu déranges, mais tu arranges et tu aides pas mal de monde. Et donc, pour nous, c'est très bien, c'est super. Je te remercie. À bientôt. Merci beaucoup, Brice. Et puis à la prochaine. Et si vous voulez aller plus loin dans les connaissances concernant la naturopathie, que ce soit dans la nutrition, que ce soit dans le domaine hormétique, que ce soit dans le domaine des bilans de vitalité, des bilans biologiques, du décodage psychobiologique des maladies, tout ce qui va concerner l'exercice physique, j'ai mis à disposition de nombreuses formations qui vous permettront d'aller beaucoup plus loin dans vos connaissances, même si vous avez déjà fait des formations en naturopathie ailleurs, vous serez surpris des contenus que je vous apporte. Si vous souhaitez commander ces formations en distanciel, donc les vivre en audio, vidéo, vous savez qu'elles sont à disposition indépendamment les unes des autres pour une somme tout à fait modique comparée à ce qu'elles pourront vous apporter. Il suffit pour cela de me contacter sur alsacenaturo.com ou alors sur mon mail directement à jbnaturo@orange.fr. À très bientôt.